Évaluer le retard mental ou plus largement le handicap intellectuel est l'une des activités légalement réservées aux personnes conseillères d'orientation au Québec. D'ailleurs, c'est une compétence qu'elles et qu'ils obtiennent au travers de leur formation initiale de deuxième cycle en counseling de carrière et orientation. Dans le cadre de cette capsule, nous allons traiter de déficience intellectuelle ou plus largement d'handicap intellectuel. Pour ce faire, nous allons d'abord définir qu'est-ce que le handicap intellectuel. Par la suite, nous allons aborder comment procède-t-on à son évaluation en examinant toutes les dimensions, toutes les procédures qui sont inscrites dans une telle démarche. Et enfin, nous allons examiner comment évaluer et accompagner en orientation une personne avec un handicap intellectuel. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal, également conseiller d'orientation. Dans le cadre de cette capsule, j'aurai l'occasion d'échanger avec 3 personnes expertes sur cette question, dont chacune pourra apporter un angle différent, mais très complémentaire sur la façon d'évaluer et d'accompagner une personne avec un handicap intellectuel. Donc, sans plus attendre, allons les rejoindre. Nous voici donc à cette deuxième partie de la capsule, la plus importante, celle où on va avoir un échange avec 3 personnes expertes sur le sujet de la déficience intellectuelle dans un contexte de développement de carrière et vie au travail. Donc, avant qu'on aborde cet échange, j'inviterai mes invités à se présenter. Donc, je débuterai avec toi, Stéphanie. Oui, bonjour. Je me présente. Mon nom, c'est Stéphanie Pullings. Je suis conseillère d'orientation en pratique privée. Je réalise des évaluations du retard mental chez les adultes. Puis, ces adultes-là, en fait, me sont référés par des organismes d'aide à l'emploi, des entreprises adaptées et par le CIUS aussi de l'Estrie. Parfait. Bienvenue, Stéphanie. Marie. Bonjour, je me présente Marie Ducharme, conseillère d'orientation. En ce moment, je travaille à l'UQAM, au service conseil auprès des étudiants universitaires. Mon lien avec le sujet aujourd'hui, ça, c'est peut-être plus facile de le dire, c'est que quand j'ai terminé ma maîtrise en 2000, j'ai joint un organisme communautaire où la rencontre avec des personnes qui avaient un potentiel d'évaluation, de déficience intellectuelle devait être évaluée. Alors, c'est là que j'ai commencé à en faire et à m'y intéresser et à former les gens là-dessus. Parfait. Bienvenue, Marie. Et finalement, Geneviève. Bonjour, donc Geneviève Sauvé, je suis professeure au département d'éducation et pédagogie à l'UQAM dans la section counseling de carrière et je suis une des collègues là, de Louis. Parfait. Donc, nous serions prêtes à débuter. Nous allons aborder ensemble 3 questions là, sur la déficience intellectuelle, toujours dans un contexte de développement de carrière et de vie au travail. Donc, on irait avec la première question. Je vous la nomme. Qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle? Qu'est-ce que ce n'est pas? Puis à partir de quels critères on peut l'établir? Donc, Geneviève, là-dessus, en tant que personne chercheur puis qui enseigne à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, donc je pense qu'il est intéressant de commencer par les termes qu'on utilise, hein. Il y a comme plusieurs synonymes qu'on peut voir être utilisés. Euh, donc, on a, dans le fond, retard mental qui est encore pas mal utilisé de nos jours, mais si on regarde de où est-ce qu'il provient, en fait, c'est le terme qui avait été utilisé dans le DSM-4, la version là, de révision de texte. Quand on regarde la nouvelle version du DSM-5, c'est plutôt le vocable le handicap intellectuel qu'on utilise. Puis c'est quand même en lien avec, je pense, la façon dont on va le définir au cours de la capsule. En Europe, avec l'autre système de classification des maladies, le ICD, on utilise aussi le trouble de développement intellectuel. Donc, déficience intellectuelle, retard mental, handicap intellectuel, c'est toutes des pas mal synonymes. On parle de la même chose là, habituellement. Fait qu'est-ce que c'est? Ben déjà, là, on a trouvé les mots pour en parler, le définir. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est en fait
selon la définition, quand on regarde dans la littérature, il y a comme 3 éléments qui sont essentiels d'avoir, qui vont être en lien avec les critères diagnostiques. Mais en gros, c'est une capacité à agir de manière volontaire, de penser rationnellement et puis d'interagir efficacement avec son environnement. Donc, quand je parlais tantôt de handicap intellectuel, le nouveau terme là, qui est plus utilisé, je pense que c'est beaucoup en lien avec ce 3e élément-là, d'interagir efficacement avec son environnement. Donc, si on regarde, dans le fond, au niveau des capacités intellectuelles, quelqu'un pourrait avoir, par exemple, un quotient intellectuel évalué de manière psychométrique qui est en dessous la moyenne, mais qui, à cause de plein de soutien dans son environnement ou que l'environnement a été adapté, dans le fond, n'a pas de difficulté à agir efficacement avec son environnement. Donc, c'est de là, je pense que le nouveau terme là, a été utilisé. Je trouvais ça intéressant aussi de regarder quelques statistiques pour voir, tu sais, la prévalence, ces choses-là. Au Canada, il y a environ 1% de la population qui rencontrerait les critères. Quand on n'est pas habitué avec les chiffres de prévalence, des fois on se dit, oh, 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est 1% de toute la population. Fait que, tu sais, ça représente là, des milliers de personnes. Donc, c'est quand même une condition qui affecte plusieurs individus. C'est intéressant aussi de regarder les différences entre les sexes au niveau de cette prévalence-là. Donc, il y aurait plus d'hommes que de femmes qui auraient ce diagnostic-là. Si je vais vraiment dans le détail, on pourrait, tu sais, voir des liens avec les différentes causes de cette condition. Donc, il y a beaucoup de causes en lien avec la génétique, donc qui peuvent se transmettre de manière héréditaire sur certains gènes, parfois qui sont plus prévalents là, ou spécifiques aux hommes, des choses comme ça. Donc, c'est des hypothèses qu'on peut aller évaluer. Quand on regarde aussi leur fonctionnement de manière générale, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de comorbidités avec d'autres troubles mentaux. Les plus prévalents, comme dans la population générale, c'est l'anxiété, la dépression. Donc ça va venir aussi avoir un effet sur justement leur fonctionnement au travail, aux études, des choses comme ça. Puis, quand on regarde au niveau du travail, il y a seulement 25% des personnes qui occupent un emploi. Donc, 1 personne sur 4 qui a un diagnostic de déficience intellectuelle qui obtient un emploi. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les aider à intégrer le marché du travail, à se maintenir, des choses comme ça. Puis mes collègues vont pouvoir en parler plus en détail dans le reste de la capsule. Si je comprends bien, Geneviève, au départ, il y a une dimension génétique là-dedans qui est présente chez les individus. Puis il y a aussi une dimension sociale au niveau de l'adaptation. Ce que tu nommes, là, c'est qu'une personne qui est dans un environnement où c'est adéquat, où ça va moins se faire sentir, ou très peu. Et aussi, avec les concomitances, il y a des liens d'ordre psychologique là, qui sont présents. Les classiques, comme tu disais, là, l'anxiété, dépression, mais aussi autre chose. Marie, Stéphanie, est-ce que vous aviez des choses que vous auriez aimé ajouter? Je peux y aller, Marie, si... Oui. Oui, OK. Ce que je pensais peut-être ajouter, c'est intéressant peut-être de se dire que c'est la société qui détermine les critères diagnostiques. C'est un consensus d'experts, puis pas juste pour la déficience intellectuelle, mais pour plein d'autres syndromes ou affections, même médicales, en fait, physiques. Là, ça peut changer dans le temps. Ça a déjà changé. Donc, les critères à ce moment-là vont changer notre manière d'évaluer. Puis, on peut se dire qu'avec l'avancement des connaissances, puis aussi les attentes, les exigences de la société, ça peut risquer de rechanger, on ne sait jamais, dans le futur. Donc, je voulais juste apporter ce point-là. Autrement dit, c'est pas neutre ou c'est pas établi, tu sais, ce qui peut être le cas en 2023. En 2023 ne le sera pas nécessairement en 2030. Ouais. On sait que c'était défini différemment avant, fait que ça bouge. C'est pas déterminé pour toujours, là.
C'est ça. Puis pourquoi j'en parle, c'est que dans la pratique, on reçoit des rapports qui datent d'il y a 15, 20, ou peu importe le nombre d'années. Ouais, ouais, Bien, on voit des différences. ouais. Puis ça va venir un peu teinter aussi ce que les monsieur, madame, tout le monde, je veux dire ça comme ça, ou les intervenants dans le domaine connexes vont déjà comme avoir une idée de qu'est-ce que c'est quand quelqu'un vient en évaluation. Parce que souvent, l'évaluation du quotient intellectuel, c'est quelque chose que ça, généralement, on faisait ou on connaît. Mais Puis j'irais même, je portais aller plus loin dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine façon, quelqu'un qui aurait été évalué il y a quelques années, l'impact de l'évaluation va avoir été différent sur son parcours exact, qu'aujourd'hui, parce qu'on va l'avoir d'une certaine façon cadré. On peut essayer exactement. de l'avoir cadré Mm. d'une certaine façon. Là. Je ne sais pas si je peux me permettre un Ouais, autre. vas-y, Oui. ben oui, Ben, c'est vas-y. parce que avec ce que tu viens de dire, tu me fais penser à quelqu'un que j'ai vu. Je ne sais pas si Marie, tu as déjà eu un cas comme ça, mais quelqu'un qui a été classé dans une classe déficience intellectuelle, mais qui ne l'était pas. Oui, Ça, c'est absolument. la première fois Absolument. que ça m'arrive. Là. OK. Donc, Ça m'est donc arrivé. ouais, cette personne-là, pendant comme ben, tout son secondaire, on peut penser, le de dos, finalement, à 18 ans, il a quitté, mais c'est quand même plusieurs années où il n'y a pas eu, on pourrait dire, le- 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 l'intervention, ben, pas l'intervention, mais en tout cas l'éducation qu'il aurait eu besoin, là, Accompagnement parce qu'il était. approprié. Ouais. Oui, c'est ça, parce que ce soit au niveau des collègues de classe avec qui il ne se retrouvait pas, il n'a pas pu développer le même type de relation au niveau aussi scolaire et tout. Fait que, Sans compter l'impact sur l'image de soi aussi. Parce que je oh, ouais, Oui, c'est suppose tout à ça. que fait. même si tu trouves normal quand la société te dit Mm, un gros pouvoir qu'est le diagnostic mm, médical, que tu ne l'es pas, ouais. ça peut avoir des incidences. Marie, tu l'as ajouté? Ben, je trouve que depuis moi, j'ai commencé en 2000 hein, assez intensément à faire l'évaluation, le changement du DSM-4 au DSM-5, puis l'ampleur qu'on met à l'évaluation des comportements adaptatifs, moi, je pense que ça a jeté une lumière plus grande, meilleure sur c'est quoi cette personne-là. Parce que cette personne-là, on doit la voir avec son adaptation à la société. Je pense que effectivement, Stéphanie, moi aussi, j'en ai rencontré. C'était un drame. Parce qu'à un moment où j'ai fait cette évaluation-là, et que j'ai dû dire à la personne qu'elle n'avait pas cette situation-là, mais qu'elle avait autre chose, probablement, là. C'est ce que j'avais exploré. Elle a perdu aussi les moyens que la société se donne, et là, je vais vous en parler tout à l'heure, pour aider ces personnes à intégrer le monde du travail ou à jouer différents rôles dans sa vie. Fait Mhm. que c'est pour ça que c'est important. Donc, moi, je pense que l'arrivée, parce que moi, j'ai vraiment vu l'évolution, l'arrivée des comportements adaptatifs, l'influence, la pertinence de ça est vraiment intéressante. Puis l'étude de vraiment de toutes les catégories, c'est-à-dire de voir que le développement a eu les impacts avant 18 ans, ça, c'est quelque chose que les gens oubliaient un peu. Puis on est arrivé avec de drôles de, de diagnostics dans drôles de contexte. Et ça aussi, ça a évolué rapidement. Je vous dirais, là, moi, que je l'ai vu rapidement, là, ce changement-là, en discuter avec les médecins aussi, comment ils sont devenus plus prudents, aux autres aussi, à émettre ces diagnostics-là et à aller chercher des évaluations plus complexes. D'où notre rôle, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours, me suis toujours battue pour qu'on garde cette activité-là parce que je la trouve pertinente. Puis elle joue un rôle dans l'intégration en emploi puis des divers rôles de vie. Excusez. Je Ah, suis partie. Je suis c'est partie. très intéressant. Ah, J'ai l'occasion de poursuivre là-dessus. On- Seigneur. Donc, d'une simple définition qu'on est parti, là, Oui. en quelque sorte, on est en train de mettre en lumière que le handicap intellectuel, pour utiliser le bon terme là, avec Geneviève, que Geneviève nous amène, c'est un concept évolutif. Oui. Et c'est un concept aussi complexe. Donc, ce n'est pas une switch on-off, mais on va le voir avec l'évaluation, c'est une série d'éléments, de conditions à prendre en compte. Et c'est sans doute très important, pas sans aucun doute très important de se montrer responsable lorsqu'on mène de telles évaluations. Fait que ça complète pour notre première question. Ça va nous amener sur la deuxième, justement, dans ce sens-là. Comment procède-t-on à l'évaluation d'une déficience intellectuelle? Donc, en clair, comment procède-t-on à l'évaluation d'une déficience intellectuelle? Comment on fait ça? Stéphanie, je sais que tu pratiques principalement en évaluation, donc je serais porté à aller vers toi là, pour nous éclairer sur cette question-là.
Oui, en fait, je sais pas. Ben, il y a Geneviève qui a glissé un peu les bases là, de la déficience intellectuelle. Puis la question qu'on a parlé juste avant aussi au niveau des critères. Donc, peut-être de parler des critères en premier lieu, là. Donc, il y a 3 critères vraiment importants, importants, essentiels. Puis les 3 critères sont égaux, là, une valeur égale les 3. Alors, le premier, la personne doit présenter une limitation significative de ses capacités intellectuelles. Puis le deuxième, aussi au niveau des capacités adaptatives. Et tout ça doit être présent, doit s'être développé là, dans la période de développement, là, enfance, adolescence. Alors, concrètement, là, comment on Ouais. arrive à évaluer ces 3 critères-là? En fait, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que c'est comme un peu s'il fallait opérationnaliser, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, là, mettre en place des moyens ou des méthodes pour aller répondre à ces critères-là. C'est vraiment un travail d'investigation. C'est ce que j'aurais le goût de dire en premier lieu, là, parce que tout le processus d'évaluation, dès le début, on reçoit la demande, dans mon cas, là, mettons, par exemple, par l'intervenant ou dans un autre cas par le parent ou quoi que ce soit. Dès le début, quand on commence à poser nos questions sur c'est quoi les difficultés de la personne, est-ce qu'elle a déjà eu des évaluations, c'est comme on tente le terrain comme ça. Déjà là, toute notre manière de faire, notre processus va s'articuler autour de la recherche d'informations pour documenter les 3 critères. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme je passe un test, j'ai un résultat X, puis j'interprète Y. Ouais. C'est vraiment comme un processus, puis toutes les étapes, les observations, les questions, les personnes qu'on rencontre. En tout cas, moi, pour ma part, c'est toujours c'est comme si j'avais un casse-tête à faire. On va dire l'analogie que, je sais pas si c'est une excellente analogie, mais je vais prendre celle-là. Puis, au fur et à mesure du processus, je recueille des informations qui représentent des morceaux de casse-tête. Puis là, tranquillement, je les assemble ensemble pour voir s'ils vont ensemble, puis essayer de faire le portrait de la personne, puis m'assurer que est-ce que je suis bel et bien en présence d'une personne qui est comme un peu le portrait, en fait, qui rencontre le portrait, les critères de la déficience intellectuelle. Puis là, si j'y vais un par un maintenant, parce que ça, c'était comme pour vous illustrer un peu comme le processus général, mais bon, mettons le premier, les limitations significatives pour le fonctionnement intellectuel. Bien, concrètement, il s'agit de d'administrer un test psychométrique standardisé d'habileté intellectuelle pour pouvoir comparer la performance de la personne à la moyenne des gens de son groupe d'âge. Donc, aussi, idéalement, là, de même culture et de même langue. Bon, le plus proche possible, la population à qui on compare notre personne pour avoir des résultats qui vont être valides et fiables. Alors, on fait passer le test à la personne, puis le test va nous donner des scores pour des domaines spécifiques. Si on pense, par exemple, souvent, on peut penser au Waze ou au WISC, c'est des tests que les gens connaissent plus particulièrement, là. Donc, on va avoir... Quelqu'un qui écouterait le Ah WAIS, oui, WAIS ou ouais. le... Échelle de Wechsler, là, en ordre exactement, là, de Wechsler d'intelligence pour adultes, Oui. mais C'est ça. C'est ça, c'est pas dans le bon ordre, là. parfait. Oui. Puis, c'est ça, ça va nous donner des scores sur des domaines spécifiques, mais aussi un score global de fonctionnement intellectuel qui va permettre d'apprécier le fonctionnement. Puis, mais là, on prend pour acquis, évidemment, là, pour les besoins de la cause de notre capsule, que le score, on peut s'y fier, là, parce que on va y aller comme ça. Et que si son score, la personne, est au-delà de 2 écarts types sous la moyenne, ça va vouloir nous dire là, que ça rencontre le critère de limitation significative, parce que c'est ce qu'on veut dire par significatif. C'est vraiment, vraiment en deçà là, de la moyenne. Si c'est le cas, ben, là, on a notre premier critère, ce qui est satisfait, qui est rencontré, mais on n'a pas fini. C'est ça, là, c'est comme on est dans. C'est comme on a déjà comme d'une certaine manière un peu comme la moitié du chemin de fait, là, parce que si c'est pas ça, ben là, c'est pas ça, il faut regarder sur autre chose. Le deuxième critère pour les capacités adaptatives, c'est très différent. Donc, puis ça, j'oserais dire, c'est un peu plus méconnu, là.
sûrement pour un peu qu'est-ce qu'on s'est parlé tout à l'heure là, à la première question. Oui, il faut utiliser un test psychométrique standardisé parce que si on veut pouvoir comparer la personne, un peu comme le fonctionnement intellectuel, mais là, on va vouloir comparer son niveau de fonctionnement, ses habiletés là, supposées avoir apprises pour se développer au quotidien, pas se développer, mais fonctionner au quotidien dans sa vie. Donc, est-ce qu'elle présente des limitations à ce sujet-là aussi? Parce qu'on s'entend qu'une personne, mettons, à 5 ans, on ne dira pas la même chose à un enfant de 5 ans, à quelqu'un de 15 ans ou 30 ans, de qu'est-ce qu'elle est supposée pouvoir faire au quotidien. Mais là, qu'est-ce qui est différent? C'est la manière d'obtenir le résultat. Comme c'est pas encore là, je fais passer un test, puis là, je sais qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans son quotidien. Je vais devoir faire appel à des personnes qui la connaissent bien, qui vont pouvoir me donner des informations, qui vont pouvoir expliciter ses comportements pour que je puisse coter une liste de comportements, euh, puis qui va donner éventuellement aussi un score. Donc, chez l'enfant, ben, très, très souvent, ça va être le parent, ça peut être aussi un enseignant. Puis chez l'adulte, ben, là, c'est un peu plus compliqué, là. Mais c'est soit le conjoint-conjointe, un parent aussi, un proche aidant, un intervenant, c'est possible aussi. Parce que c'est ce qu'on voudrait, encore, finalement, je me rends compte que j'aime bien les analogies. C'est comme si je voudrais pouvoir être un petit oiseau, puis aller voir la personne dans son quotidien fonctionner dans différentes sphères de vie sur plusieurs semaines, mois, idéalement même, ben, on va dire mois, peut-être même sur une année, mais je peux pas le faire. C'est pas possible. Donc, je vais devoir faire appel à des personnes qui la côtoient au quotidien, qui vont pouvoir me donner ces informations-là. Puis, c'est un travail, je dirais, c'est un défi, là. Déjà, ben, surtout chez l'adulte, des fois, de trouver la personne et ensuite de s'assurer que c'est la bonne personne. Et le défi aussi de faire équipe avec la personne pour qu'elle comprenne qu'on veut des informations. Parce que parfois, c'est confrontant, là. On pose des questions à quelqu'un qui s'occupe d'une autre personne, puis la personne aussi, elle peut faire beaucoup de choses pour elle, elle ne voit plus ce qu'elle est en mesure de faire. Donc, c'est un travail ben, assez difficile là, dans une certaine mesure. Là, c'est ça que je pourrais dire. Donc, même chose, hein, on veut obtenir un score, mais celui-là va s'obtenir à l'aide d'une entrevue semi-structurée, des questionnaires où on va coter les comportements sur, par exemple, comment elle s'occupe d'elle-même, quels sont son niveau d'aptitude sociale, sur le plan de la communication, l'utilisation des services, la gestion de son compte de banque, les capacités d'adaptation, les loisirs, etc. C'est vraiment des centaines de questions là, pour qu'on ratisse large le plus possible et avoir le portrait. Puis, encore là, si on a un score en 2 écarts-types sous la moyenne à un des 3 grands domaines, c'est vrai, on n'a pas parlé, je crois, dans les critères au départ, là. Donc, quand on parlait de le critère, petite parenthèse là, sur le deuxième critère sur les comportements adaptatifs, la personne doit avoir des limitations significatives, soit au niveau global ou sur un des 3 grands domaines qui est le domaine d'habileté conceptuelle, pratique ou quel est le troisième? Social. Social, merci Marie. Et voilà, donc ça c'est pour le deuxième critère. Puis cette portion-là d'évaluation, ça va venir aussi préciser le fonctionnement de la personne parce que 2 personnes qui ont un score là, de QI, on va dire ça comme ça, au même score, peuvent fonctionner vraiment de façon très, très différente. Là, on va pouvoir aller chercher quels sont ses besoins, puis aussi comment intervenir. Ça va nous servir aussi comme appréciation pour déterminer le niveau d'atteinte de la déficience. Est-ce que la personne elle a une présente déficience intellectuelle légère, moyenne? C'est vraiment basé sur ses comportements adaptatifs et non pas sur le score QI. Puis la dernière chose en lien avec ça que je pense qu'il serait intéressant de dire, ben, en fait, que je voulais vous dire, c'est que les habiletés adaptatives peuvent s'améliorer. En fait, s'il y a du soutien, de l'intervention avec le temps, avec de l'aide, donc ça peut, entre autres, la personne, vraiment, son fonctionnement peut s'améliorer, puis ça donne beaucoup d'espoir, je dirais,
quand on donne les résultats aux parents ou à la personne ou comme tel. Et enfin, troisième critère, qu'on veut que ces limitations-là intellectuelles et adaptatives doivent avoir eu lieu pendant la période développementale. Chez l'enfant, c'est comme un peu plus facile, pas plus facile, mais ce que je veux dire, c'est que pendant qu'on est en train comme d'évaluer, de constater, l'enfant est dans son développement, là, comme si ça fait quelques mois, quelques années qu'on constate un retard, ben, on est dans notre troisième critère. Mais chez l'adulte, quelqu'un qui nous arrive à 20 ans, 30 ans, 50, 60, là, on s'entend que faut aller voir dans son passé parce que ça nous prend des preuves qu'il y a eu des limitations à ce moment-là. Là. Fait qu'il faut faire venir des dossiers scolaires, médicaux. Quand je vous parlais du travail d'investigation, ben là, on est vraiment là-dedans. Là. Donc, c'est ça, je dirais d'aller recueillir là, plus d'informations possibles pour documenter notre troisième critère. Parce que si on constate là, qu'avec notre recherche qu'on a fait, on n'est pas, je sais pas moi, on découvre que la personne a un secondaire, là, elle a son diplôme d'études secondaires ou à l'inverse, elle était dans des classes adaptées. À l'inverse, elle était dans des classes adaptées. On voit un document sur lequel on voit qu'il y avait des retards de développement. Ben que ça va permettre de voir si justement on est si les morceaux de casse-tête ils vont ensemble. Une analogie intéressante. Autrement dit, autant tantôt, on définissait la déficience intellectuelle comme quelque chose d'évolutif, complexe. De la façon que tu expliques ça, Stéphanie, tu sais, tu défais un cliché, un biais qu'on peut avoir, c'est-à-dire comme si l'handicap intellectuel, c'est juste une question de psychométrie. Mm-hmm. Pas vraiment, parce que oui, il y a une évaluation psychométrique, il y a beaucoup de documentation, il y a de la consultation, faut aller sur une pluralité de facettes, puis aussi dans des temps, des lieux différents, c'est-à-dire des temps dans le passé, dans le présent, puis aussi dans des lieux, différents espaces de vie, domaines de vie, vous en avez parlé, là, t'en parlais tout à l'heure. Ça fait que tu as raison de dire que c'est un gros travail d'investigation et tout ça probablement avec des normes, on l'a vu tantôt, avec des normes actuelles puis qui évoluent aussi dans le temps. Ça fait que ça prend une bonne tête, ça prend un bon raisonnement, sans aucun doute faire ça. C'est pas un acte technique, là. C'est vraiment un acte de jugement professionnel. Geneviève, je te vois faire des oui. Ouais, ben je casse tout à fait là, dans le sens que tu mentionnes par rapport au jugement, c'est-à-dire surtout on n'en a pas parlé, mais tu sais, les tests psychométriques qu'on utilise, ils sont entourés de plein de biais aussi. Les normes qu'on utilise, on n'a pas nécessairement accès à des normes qui sont entièrement représentatives des caractéristiques individuelles de la personne. Donc, le jugement professionnel est essentiel là, dans ce travail-là. Stéphanie, je suis intervenue. Je sais pas si tu avais complété ou fait le tour. Ah ben oui, Oui, OK. oui, tout à fait, avec ce qu'elle vient de dire. Oui. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, oui, je m'arrive, toi, de ton Ben, je voulais côté. ajouter, parce que le travail que Stéphanie parle aussi, ça me fait souvenir de deux aspects importants à considérer. C'est que quand on va faire l'évaluation avec ces outils-là, ils nous permettent aussi de voir par rapport à elle-même ses forces. Parce qu'il y a une deuxième étape d'analyse. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça va m'être utile dans mon sujet que je vais parler tout à l'heure. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant quand le professionnel prend le temps de nous documenter à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Et aussi, ben, quand on parle des raisons de la présence de la déficience intellectuelle. On a parlé de génétique, mais on a peut-être oublié aussi quelque chose qui ressemble aussi à durant l'accouchement et un petit peu au début des premiers moments de vie. Il peut se passer quelque chose. D'où l'importance de se documenter au niveau médical. Si on peut faire des recherches, faut pas oublier que les hôpitaux gardent les documents à partir de la naissance. Donc, on peut aller chercher ces documents-là pour nous expliquer un peu la source, puis expliquer parce qu'il y aura à donner ces résultats-là à la personne. Fait que c'est important de bien documenter. Je faisais suite à ce que Stéphanie disait. Vraiment, là, c'est une démarche, je pense, Stéphanie, le terme, là, c'est important de l'avoir placé. C'est une démarche d'investigation Oui, beaucoup, beaucoup. complexe Ouais. et complète auprès d'une personne, beaucoup de démarches.
Fait que je pense que ça nous permet d'avoir une bonne perspective là, dans le contexte du temps qu'on a dans la capsule pour ça, pour avoir traité la deuxième question. Maintenant, on va aller encore plus pratique. Donc, je vous amène dans une troisième et dernière question ensemble, à savoir comment évaluer et accompagner en orientation une personne avec un handicap intellectuel. À cet égard-là, j'irai avec Marie. Ben moi, je trouve que c'est vraiment important de le travail pour ces personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce que je vais vous dire, bon, c'est de mon expérience, mais aussi je voudrais souligner deux documents qui sont vraiment intéressants. C'est la démarche d'orientation que Linda Tessier a écrit dans la revue L'orientation en 2017, puis Madame Boutin aussi, qui est l'orientation socio-professionnelle des personnes ayant une déficience intellectuelle, qui est en ligne. Donc, c'est de deux documents vraiment intéressants qui met la table à ce sujet-là. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, le travail, c'est valorisé pour toute clientèle confondue. Hein, mais depuis 20 ans, le ministère de la Santé, les ministères sociaux a voulu permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle d'exercer aussi des activités valorisantes comme le travail. Et il y a des programmes qui ont été mis en place. Donc, c'est d'autant plus que la personne veut travailler, veut s'impliquer, veut jouer ses rôles dans la société. Socialement, on a décidé que ça allait se passer comme ça. Il y a encore 25 de personnes qui ne travaillent pas. C'est ce que Geneviève... il y a seulement 25 excusez-moi, et étonnamment, il y a 90% des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont une déficience intellectuelle légère. C'est assez étonnant parce que avec léger, les personnes ont fait un parcours probablement primaire dans des classes régulières et c'est au secondaire où est-ce qu'ils ont eu probablement le choix d'aller dans certains parcours au moment où est-ce que c'était plus difficile d'apprendre au même rythme que les autres. Donc, c'est quand même surprenant qu'on se prive peut-être de cette clientèle-là, de sa participation. Je peux me permettre, Marie, puis je m'excuse de couper là-dedans, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble aussi, c'est que peut avoir des difficultés aux études secondaires, mais l'école, c'est pas la seule façon d'apprendre dans la vie, c'est pas la seule façon de s'exprimer. Donc, des difficultés scolaires n'égalent pas nécessairement des difficultés, autant pour des personnes avec handicap intellectuel que n'importe qui dans la société. L'école, c'est une forme d'apprentissage, mais il y en a beaucoup d'autres. Il en reste beaucoup d'autres. Et puis, c'est là que le rôle du conseiller d'orientation est vraiment essentiel, c'est d'ouvrir ces fenêtres-là de possibilités, donc durant le parcours scolaire ou après, dépendamment quand on rencontre la personne, et d'éviter de tomber dans le piège que moi, au début, dans ma pratique, on parlait de placement. On va placer ces gens-là. Hein, on va les placer dans n'importe quel emploi tant qu'ils travaillent. Ils ont des capacités. On les reconnaissait. Hein, c'était la nouvelle mode. Oui, ils sont capables dans un contexte routinier, encadrant, tout ça, et on les plaçait. Attention. Ces gens-là ont aussi des goûts et des aptitudes, des aspirations. Et là, moi, je verse vers le développement de carrière. Eux aussi ont le droit d'avoir cette vision-là du développement de carrière. Donc, pour le conseiller d'orientation, oui, doit fournir la connaissance de soi et le monde du travail pour la personne, mais aussi penser une intervention accompagnatrice de développement de carrière et d'intégration d'emploi, ce qui est tout à fait différent. C'est quoi les outils que le conseiller peut avoir? Il y en a une panoplie. Moi, je renote pour aider, pour faire l'évaluation et aussi la démarche d'orientation, parce qu'on est dans l'activité numéro 1, hein, d'évaluer quelqu'un qui a une problématique c'est ça, psycho quelque chose, là. C'est ça, psychodéveloppemental, voilà. Alors, c'est quoi les outils? Alors, moi, c'est sûr que moi, je me base beaucoup sur le modèle du développement humain et du processus de production du handicap de Fogliola 2010. Donc, c'est de comprendre que la personne a des caractéristiques, l'environnement fait pression ou pas, facilite ou pas, pour permettre à la personne d'avoir ses habitudes de vie, c'est-à-dire développer sa capacité d'intégration en emploi et ses autres rôles. Parce que l'approche du conseiller d'orientation doit être vue aussi comme une démarche socio-professionnelle, pas seulement professionnelle. Alors, il y a plusieurs moyens que de faire
valoir ses aspirations et ses aptitudes. Donc, cette approche-là, pour moi, je l'ai constamment quand je fais une démarche avec la personne. Ça m'éloigne de voir son handicap comme médical, mais plutôt comme social. Donc, je peux ouvrir à des emplois, des types d'emplois que je ne penserais pas si je serais focus sur le handicap. Fait que ça, c'est ma première, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a une considération positive que la personne a des compétences sociales et des capacités de choix au-delà du diagnostic. Donc, établir une relation de confiance et aussi m'exprimer de façon concrète et claire pour que la personne ait toute la possibilité de faire un choix éclairé. C'est très important. Adapter son langage. Vulgariser les démarches d'orientation. Il y a plein d'outils. Madame Robert nous a créé une mallette, là, ma carrière, là, qui est plus pour les troubles troubles d'autisme, mais il est utile pour notre clientèle, c'est parfait, c'est génial, c'est des images, ça démontre la démarche, c'est merveilleux, utilisons ça. Et il y a des outils pour illustrer les emplois parce que eux manquent, comme n'importe quel jeune, ou parce que leur parcours, parfois, se rétrécit tout doucement. Quand on perd, on n'est plus dans le même rythme des gens de notre âge, on se détache des gens de plus en plus en vieillissant, du réseau naturel on a, des amis. Donc, l'expérience de travail est moins grande. Donc, utiliser des outils comme l'IVIP, qui est un test d'intérêt en images, l'orientation par soi-même, et il y a plein d'autres guides faciles, illustrés, qui peut permettre de faire émerger le besoin. Respecter le rythme de la personne, explorer ses loisirs, son quotidien, voir aussi bien connaître les critères diagnostiques, bien lire le rapport qui a été émis et connaître les ressources. Donc, les entreprises d'employabilité qui reçoivent et qui permet au monde du travail d'accueillir ces personnes-là qui sont des gens dont la caractéristique première est de vouloir participer. C'est des gens engagés qui ont le goût. Combien d'employeurs j'ai entendu dire qui disaient c'est mon plus travaillant et c'est celui qui donne le goût aux autres de travailler, tant mieux. Donc, par contre, il y a des ressources, des services, des subventions qui permettent de combler la perte de productivité que ces personnes-là peuvent avoir. Il y a les centres de travail adaptés, mais c'est une infime possibilité. Il faut voir ailleurs, il faut ouvrir ailleurs. Ça, c'est important. Le défi, c'est la compréhension mutuelle avec le client, puis aussi accepter qu'il va arriver peut-être avec un réseau. Donc, un réseau, c'est peut-être la famille, la mère, le père, le frère, la sœur, qui vont les accompagner. Et ça pourrait être tentant de dire, non, la démarche, je la fais avec la personne et tout ça. Comme l'évaluation, on les sollicite, c'est difficile de dire après, oui, vous restez à la porte, vous attendez dans la salle d'attente. Enfin, moi, je pense qu'il est très possible de faire les deux en respectant la personne parce que elle a le droit à faire ses choix, autant de respecter l'accompagnement avec un consentement libre et éclairé. Ces gens-là vont faire un consentement libre et éclairé et il faut s'arranger que ça soit bien compris. Tout ce qu'on a à faire au temps de la démarche et tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est franchement passionnant de travailler avec eux parce que il y a une reconnaissance incroyable. Ces gens-là ont une reconnaissance incroyable parce que quand on termine la scolarité, ces gens-là savent qu'ils vont avoir toujours besoin d'appui. Donc, le fait de travailler, ça les permet de démontrer une certaine forme d'autonomie. Parce que quand je me rends travailler, quand je gagne mes sous, quand je participe socialement, c'est super valorisant. Donc oui, on développe le socio-professionnel avec les activités autres, mais le volet travail ne peut pas être éliminé pour eux. Et d'autant plus que ces personnes-là ont une déficience intellectuelle légère, donc ont des capacités de travail, des aspirations, des goûts, et ils peuvent nous les formuler aussi. Voilà, il y a toutes sortes de services aussi. Je vais peut-être pas parler de la Teva aussi, qui est
un Qu'est-ce que service la après. TVA? Le service qu'on offre après qu'ils aient terminé le secondaire, transition vie active et travail. Donc ça, c'est toute une passation là, où les CO, les conseillers d'orientation sont souvent impliqués et qui peuvent permettre à la personne de passer tout doucement de l'école, qui se termine maximum 21 ans, jusqu'au monde du travail. Donc ça aussi, et expérimenter par des stages. Ah oui, c'est ça. La démarche d'orientation, il faut la voir aussi de façon concrète. Donc, on visite les endroits, on se lève de notre bureau si c'est possible, on se donne rendez-vous à tel endroit, à un employeur, puis on va visiter c'est quoi les tâches, est-ce que tu aimes ça, est-ce que tu n'aimes pas ça. Ça aussi sortir, si c'est possible, dans votre pratique. En tout cas, moi, ça a été, gagnant pour moi parce que la personne réagit en temps réel dans le monde du travail. Est-ce que j'ai passé à travers tout ce qu'il fallait dire? Ben, moi, je crois que tu en as dit pas mal, mais j'ai le goût aussi de rebondir sur quelque chose. Vas-y. Tu me diras si j'ai bien compris. Je pense que pour n'importe quelle clientèle, il faut revenir à la base que toutes Tellement. personnes ont les mêmes besoins. Handicap intellectuel ou pas, Tout ou à fait. troubles autres, etc. Je prendrais une typologie, une théorie de besoin parmi d'autres, mais chaque individu, d'une certaine façon, a besoin de se sentir autonome, de sentir qu'il a un pouvoir de liberté, d'action, qu'il est capable d'accomplir des choses par lui-même. Besoin de compétences, tu sais, de développer un sentiment de contrôle, que ce soit des petites ou des grandes choses, mais qu'on puisse. Puis surtout, on a un besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir à quelque chose. Je pense que c'est là, quand tu dis le travail, c'est important Oui, pour tout le monde. Le travail, c'est associé à la dignité. C'est associé au fait de participer activement dans la société, mais de sentir surtout qu'on appartient à quelque chose qu'on n'en est pas. C'est l'opposé de l'exclusion. J'appartiens au groupe, je compte absolument. au groupe. Et j'ai bien aimé dans tes propos, Marie, ce que tu nommais, c'est-à-dire démarche d'orientation dans un contexte ici d'handicap intellectuel, c'est pas une démarche de placement, c'est Non, une démarche d'accompagnement. Puis absolument. l'accompagnement, tu l'as bien présenté, c'est dynamique. Ça se fait dans un bureau avec la personne, mais ça se fait aussi en allant solliciter les personnes qui sont autour, qui participent activement à la vie de la personne, sans doute des personnes pour qui notre client, notre cliente a de l'attachement, de la confiance, besoin de leur soutien. Puis aussi, c'est quelque chose qu'il faut parfois sortir du bureau, d'aller vers les Oui, milieux, d'aller vers les entreprises. oui. Donc, autant qu'avec Stéphanie, on disait que c'est un processus, c'est pas juste une évaluation, c'est un processus complet et complexe. Autant l'accompagnement en orientation, c'est pas là non plus juste une question de dire vers quoi cette personne-là pourrait aller sur la prémisse qu'elle ne serait pas capable de penser par elle-même. Puis il faut pas, oui, tout à fait. Puis il faut pas, et surtout si on s'occupe des personnes plus adultes, faut pas oublier que les gens ont tendance à laisser tomber les ressources autour d'eux. Donc il y a un travail aussi psychoéducatif, ce que je dirais dans notre travail, de sensibiliser la personne, si elle en a besoin, de retrouver ses ressources du milieu. La travailleuse sociale qui était dans le dossier qui tout d'un coup disparaît parce qu'on ne veut plus l'avoir, parce qu'on veut être autonome. Les organismes d'employabilité, parce qu'on se dit on va trouver un travail tout seul. S'il y a des outils là, moi je leur fais comprendre, on va aller les chercher, tu as le droit à ça, pourquoi pas aller les chercher. Les programmes gouvernementaux qui sont là pour avoir des revenus de subsistance, parce que ces gens-là se retrouvent souvent un peu plus démunis. Socialement, c'est comme ça que ça se passe. Le social s'effrite, le potentiel financier s'effrite. On revient aussi à la maison, on est soumis à la pression, au bonheur peut-être de la famille qui l'ont accompagné, mais aussi des drames. On peut pas se le cacher. C'est pas facile non plus parce que les gens reviennent chez eux puis les parents se disent, mon Dieu, je vais pas avoir la personne avec moi toute la journée à ne pas pouvoir participer socialement. Donc, une anxiété qui peut se créer. Donc, il y a tout ce travail-là à faire avec la personne. Donc, il faut autant qu'on devait être investigateur avec durant la période de démarche d'évaluation que Stéphanie nous a bien illustré, autant que maintenant, c'est notre rôle social psychosocial Oui, oui, on est à dans. faire, le côté systémique de notre travail. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'au travers de tout ça, on met en valeur que ça se limite pas à la dimension intellectuelle de la Pas chose. du tout. Pas du tout.
J'aimerais ça savoir justement, peut-être les deux, là, vous vouliez ajouter des choses, je le vois dans votre non-verbal. Je dirais que Stéphanie, au départ, tu voulais ajouter quelque chose sur le propos de Marie. Ben, c'est juste de renforcer le clou encore un peu, mais c'est vraiment ça. Oui, il y a un part investigation, mais tout le processus, système, accompagnement, c'est vraiment dès le début, presque même avant que la personne appelle. Il y a comme vraiment tu sais, avec les intervenants, avec les parents, on essaie de voir avec qui, on va expliquer les choses. Beaucoup que la personne soit accompagnée, mais aussi de plus en plus ça fait vraiment comme une histoire gagnante, plus on met les filets en place, puis des personnes autour, puis c'est juste ça que je voulais Très bien. redire, parce qu'on l'a déjà dit. Oui, ben, je Ouais. pense que c'est Puis important. jusqu'à la fin, puis après, c'est vraiment comme avant, pendant, après, c'est vraiment ça. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de le redire, que OK. c'est social, puis que Ouais, c'est dans ça. plusieurs lieux de la vie de la personne. Ouais, exactement. Je pense que c'est important de démystifier vraiment en fait, d'amener l'angle professionnel de la chose, alors qu'on pourrait avoir le biais de penser que c'est une démarche technique. Individuel. Ouais, c'est ça. Oui. Geneviève, de ton côté, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Oui, c'était par rapport à ce que Marie disait justement. Puis en lien avec l'espoir qu'on parlait au début, puis les capacités, puis l'accompagnement, tu sais, dans le concret, comment ça peut se présenter aussi, les capacités de la personne, ça peut être juste qu'elle a besoin de plus de temps, plus de répétition pour apprendre des nouvelles choses. Ça veut pas dire qu'elle est pas capable de les faire, c'est juste qu'elle a besoin d'un petit accompagnement de plus que quelqu'un qui aurait des capacités intellectuelles différentes. Puis même chose pour le raisonnement, tu sais, il y a quand même une certaine capacité. C'est pas qu'il y a des gens qui sont entièrement incapables là, de réfléchir par eux-mêmes, de comprendre, de Non. prendre leurs propres décisions. Tu sais, c'est sûr, ça dépend du niveau de sévérité, mais quand on est dans de la sévérité légère, je pense qu'il faut ramener ça aussi pour se souvenir que c'est ça, la personne a ces capacités-là, là, qu'elle a juste besoin d'un petit accompagnement. Puis c'est ça qu'on veut dire par l'adaptation, les capacités adaptatives. Stéphanie? Ben, juste un petit mot parce que je suis pas certaine qu'on en a parlé. Puis juste se rappeler aussi qu'on fait aussi tout ça, oui, tu sais, pour que la personne s'intègre et se développe et tout ça, mais aussi parce que c'est une clientèle vulnérable. Puis on veut à quelque part, les protéger là, parce que c'est souvent il y a une grande vulnérabilité, puis Tout à certains, fait. dépendamment du niveau, mais sont à risque d'abus de toutes sortes là. Ah, Donc ça, j'ai un peu ça aussi toujours en dedans de moi là, tu sais, un rôle de ce rôle-là, pas de protection, mais tu sais, comme c'est un peu comme on veut notre avis professionnel pour statuer si oui ou non, mais on veut, c'est aussi pour on la pourrait dire protéger. bienveillant. Ouais, bienveillant, OK. Ouais, Ouais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu es conscient ouais, c'est ça, des risques exact. possibles pour la personne, puis Oui, parce qu'il y a aussi le consentement, mais ils peuvent dire qu'ils veulent pas venir en évaluation. Fait que, tu sais, en tout cas, là, on n'embarquera pas là-dedans, là, on n'a pas le temps, là. Mais je voulais juste partager cet aspect-là de la vulnérabilité puis de risque d'abus, là. les gens qui voudraient en savoir plus pourraient aller à une de tes formations que tu donnes avec l'autre sur l'évaluation. Ça pourrait être ça. Oui. Une Euh, bonne idée. bonne idée, en effet. Un beau perfectionnement. Écoutez, je pense que c'était fort intéressant. Je relance là-dessus, complexe à différents niveaux. J'ai bien aimé ce qu'on aborde à la fin, c'est de dire que, comme bien des populations dans la société, quand on parle de population vulnérable, on parle pas de population faible, on parle de populations qui peuvent avoir, à un certain moment, de manière plus ou moins prolongée, des besoins de soutien particulier, d'accommodement dans certains cas, d'assistance particulière, mais ça reflète pas que c'est plus demandant, ça reflète juste au contraire qu'ils peuvent atteindre un niveau de productivité, d'efficience semblable à d'autres, qui se rapproche d'autres personnes, mais il faut s'en donner les moyens. Puis je pense que le rôle d'une personne conseillère d'orientation à ce niveau-là peut être à la fois, comme dans le travail de Stéphanie, procéder à de l'évaluation de cette situation-là avec la compétence, évidemment, là, requise pour le faire, de la même façon qu'on peut le faire en accompagnement, aussi en counseling comme tel. C'est ce qui mettrait fin à notre capsule ensemble. Ça a passé vite en ce qui me concerne, là.
Avant qu'on se laisse, je voudrais évidemment vous remercier. Donc, tout d'abord, merci Stéphanie Pullings, conseillère d'orientation, euh, professionnelle qui réalise des évaluations au niveau du handicap intellectuel. Marie Ducharme, conseillère d'orientation à l'Université du Québec à Montréal, qui a développé une expertise à cet égard, une expertise d'évaluation, une expertise d'accompagnement. Et enfin, Geneviève Sauvé, professeure à l'Université du Québec à Montréal, à la section développement et counseling de carrière, puis également chargée de l'enseignement, de contenu d'enseignement à la maîtrise en counseling de carrière au niveau du handicap intellectuel. Donc, je vous remercie beaucoup, puis en espérant, j'en suis certain que ça va être utile là, pour les personnes qui vont visionner ça. Je vous remercie, puis à une prochaine. Merci, Louis. Merci. Merci, Louis. Au cours de cette capsule, nous avons eu l'occasion de nous intéresser à la notion de déficience intellectuelle ou plus largement de handicap intellectuel. Pour ce faire, avec 3 personnes expertes, nous avons réalisé un échange qui visait à aborder 3 questions auxquelles il était important d'apporter des réponses aidantes et éclairantes, à savoir, qu'est-ce que la déficience intellectuelle ou le handicap intellectuel? Comment en faire l'évaluation de manière rigoureuse, passablement complexe, pluridimensionnelle? Et enfin, comment accompagner une personne avec une déficience intellectuelle ou un handicap intellectuel en vue d'une intégration au travail, donc un accès à l'emploi, aux études, au travers de différentes mesures de soutien, différentes modalités d'accompagnement, etc. Donc, les 3 personnes invitées que je tiens à remercier de nouveau là, pour leur participation sont Marie Ducharme, conseillère d'orientation au service conseil de l'Université du Québec à Montréal, qui, depuis le tournant des années 2000, s'est spécialisée en matière d'évaluation et d'intégration à l'emploi de personnes avec déficience intellectuelle. De même, Stéphanie Pullings, conseillère d'orientation, spécialiste de l'évaluation du retard mental, de la déficience intellectuelle, qui reçoit régulièrement de nombreux mandats pour mener là, de telles actions professionnelles. Et enfin, Geneviève Sauvé, professeure, chercheur à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal et qui est responsable de la formation à l'évaluation du retard mental pour les futurs conseillères et conseillers d'orientation qui sont formés à la maîtrise en counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal. À cela, j'ajoute la collaboration de Lise Lachance, professeur-chercheur à la section counseling de carrière de l'UQAM, ainsi que Marc Delpé, concepteur multimédia pour l'aide au montage et au soutien technique. Et en dernier lieu, je me présente moi-même, Louis Cournoyer, conseiller d'orientation, professeur-chercheur à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal, idéateur de cette capsule ainsi que des autres portant sur des thématiques communes. J'espère que cette présentation cet échange a pu être intéressant, utile pour vous, puis je vous dis à une prochaine capsule.